Et là... Et bah ça y est, il est temps d'en parler. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. On se retrouve enfin et comme promis pour la grande critique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, réalisée par l'un de mes réalisateurs préférés, favoris de tous les temps, qui a influencé ma cinéphilie depuis près de 8, 9, 10 ans maintenant. Bon, le temps passe si vite que je m'en rends même plus trop compte. C'est pour cette raison, d'ailleurs, parce que ça m'a mis aux manettes, que Doctor Strange 2, ce second volet de Doctor Strange, est le premier film du MCU pour lequel j'ai vraiment un intérêt très particulier. Il y avait déjà des Marvel que j'attendais avec impatience. Voilà, à l'époque, il y a eu Infinity War, il y avait Endgame pour lequel j'étais hypé, mais il n'y avait jamais vraiment de film de super-héros, de film du MCU en général, puisqu'on en parle du MCU, pour lequel j'avais vraiment un intérêt très particulier ou que je tenais vraiment à aimer. Voyez, parce que c'est vrai qu'Infinity War, Endgame ou même tous les crossover Avengers en général ou même d'autres films solo de l'univers Marvel, il y en a que j'ai vraiment attendu avec grande impatience, mais c'était juste de l'intérêt parce que c'est un film de blockbuster, parce qu'il y a de l'action, parce qu'il se passe toujours des choses très cool, parce qu'on y passe toujours un bon moment, que ce soit en famille, etc. Enfin voilà. Mais là pour Doctor Strange, c'était un intérêt très particulier parce que Sam Raimi, c'est vraiment le réalisateur qui m'a fait aimer le genre des films de super-héros, et pas que celui-là d'ailleurs. Si j'aime le genre du western, c'est parce qu'il a fait un excellent western. Si j'aime les films d'horreur, c'est parce qu'il a fait de très bons films d'horreur. Si j'aime les thrillers et les films un petit peu fantastiques, c'est parce qu'il en a fait de très bons aussi. Donc voilà, donc c'est vrai que pour Sam Raimi, j'ai un intérêt très particulier et j'espérais très vivement ne pas être déçu par son Doctor Strange in the Multiverse of Madness. J'étais très confiant, voilà, les bandes annonces et tout ce qui s'était dit autour durant la com et la production, tout ce qui s'était dit autour de ce film que ce soit par Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen et Kevin Feige et Raimi lui-même. J'avais vraiment confiance en ce film, mais vous savez, plus on a de l'attente, plus on a de l'intérêt pour un film et plus notre visionnage risque de nous décevoir parce que bien souvent la réception qu'on a d'un film n'est jamais à la hauteur de nos attentes. Parce que, évidemment, quand on voit des teasers ou même des déclarations, ou quand on lit des déclarations, très souvent, du coup, notre hype, nos attentes, on fait des théories dans notre tête, on s'imagine un peu comment peut être le film, on a des théories et on souhaite bien souvent qu'il se passe telle ou telle chose dans le film, et dans le cas d'un Marvel, que certaines personnes qu'on aime y fassent un caméo, surtout dans un film qui s'appelle Multiverse of Madness, où des personnages iconique pouvait probablement revenir. D'ailleurs, on en reparlera des caméos, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y avait de quoi être déçu pour celles et ceux qui attendaient vraiment les caméos, mais on y reviendra beaucoup plus tard. Donc, est-ce que ce Doctor Strange m'a déçu? Voilà, c'est la parfaite transition. La réponse est pom 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 pom. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Oui, j'ai adoré Doctor Strange, ce nouveau film Doctor Strange, parce que ce n'est que le deuxième, et c'est vrai que d'ailleurs cette suite a mis beaucoup de temps à voir le jour par rapport au premier volet, mais oui, j'ai beaucoup aimé ce Doctor Strange The Multiverse of Madness, vraiment, je l'ai déjà vu 2 fois, mercredi soir et jeudi soir, voilà, et d'ailleurs il est même déjà prévu que je le revoie une 3e fois samedi soir, donc aujourd'hui quand vous verrez cette critique, mais oui, en tout cas, alors, c'est vrai que sur certains points, le film est assez surprenant, mais globalement, moi personnellement, en tant que vraiment très 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 grand fan donc du MCU, du MCU, oui, j'aime bien le MCU, mais plutôt de Sam Raimi, puisque oui, je suis un amateur, j'aime bien le MCU, j'aime bien ce qu'il me propose, même si il y a beaucoup de leurs films qui m'ont déçu, mais en tant que grand fan de Sam Raimi, je ne suis absolument pas déçu de ce qu'il a à nous proposer avec ce film. Voilà, donc oui, j'ai adoré. Mais on va revenir sur le film point par point parce que j'ai pris beaucoup de notes et qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors,
Pour le moment, je vais essayer de rester donc sur un ressenti global du film et de revenir donc sur quelques points non majeurs du film avant de rentrer vraiment dans les gros spoilers et sur les points centraux du métrage, donc tout ce qui est utilisé pour le MCU, tout ce qui se passe pour chacun des personnages, les univers traversés par Strange, Palmer, Chavez, etc., tout ce qui se passe avec Wanda, tout ça j'y reviendrai après, donc plus en spoiler. Pour le moment, je vais essayer de rester très en surface donc du film, tout ce qui se passe de non important et sur un ressenti global. Donc pour le moment, donc toutes ceux qui n'ont pas encore vu le film, vous pouvez rester, j'avertirai quand je spoilerai, mais pour le moment, voilà, je reste sur les points sur les points non importants du film. Alors, faut quand même noter, et ça j'étais assez épaté, de voir que c'est un film qui démarre très rapidement. C'est-à-dire que on va tout de suite au bout du sujet. C'est-à-dire qu'en, allez, 15-20 minutes, on a introduit tous les protagonistes, donc qui seront importants pour ce deuxième volet, tous les enjeux, donc Scarlet Witch, le multiverse, American Chavez, donc poursuivi par les démons, donc qui peut se balader à travers le multiverse, etc. Donc la rencontre entre Wong, Strange et American Chavez, le fait que Scarlet Witch veuille Chavez à sa disposition, donc pour posséder pleinement du multiverse. Enfin voilà, en très peu de temps, on a introduit tous les événements, enfin tous les éléments capitaux donc de ce nouveau volet. Voilà. Donc le film ne prend pas vraiment son temps. Enfin si, le film le fait très bien d'ailleurs. Le rythme est très soutenu et dès le début d'ailleurs j'étais très surpris. Dès le début voilà, on est embarqué dans une grande scène d'action très dynamique justement le passage entre tous les univers. Voilà, donc avec l'un des variants du coup de Doctor Strange, donc celui qui a une queue de cheval, et American Chavez, donc on nous introduit ici. Donc c'est d'ailleurs la première fois qu'on y verra, mais je reviendrai un petit peu plus tard sur American Chavez. Et donc on est dans une première scène donc qui est en vérité donc une séquence de cauchemar de Strange. Voilà, où ils doivent affronter un espèce de démon qu'on verra l'instant d'après, enfin une ou deux scènes après. Voilà. D'ailleurs, la première séquence est vraiment très épurée, très belle. Il y a beaucoup de couleurs partout, etc. Mais par contre, peut-être que le fait d'introduire si vite American Chavez dans le film, ça c'était peut-être un petit défaut, mais j'y reviendrai juste après. Mais sinon, oui, le film globalement rentre très vite dans le vif du sujet. Il nous réintroduit correctement tous les personnages, ses enjeux, ses problématiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros atout du film. Deuxième point très positif, toujours sans rentrer trop dans les détails, la relation entre Strange et Christine Palmer. Alors du coup, ça m'a fait très plaisir de revoir Christine Palmer, donc toujours jouée par Rachel McAdams, parce que c'est vrai que c'est une relation qu'on avait laissée en suspens quand même depuis le premier film Doctor Strange en 2016. Et oui, on oublie quand même assez vite que l'espace qu'il y a eu entre le premier film et ce second volet. Mais en tout cas, c'était vraiment important, je trouve, de remettre cette relation sur le tapis, parce que du coup on savait pas ce qu'il en était devenu et j'avais presque envie de dire que tout le monde avait oublié cette relation dans le MCU. Voilà, parce que c'est vrai que les relations amoureuses en général dans le MCU sont assez mal gérées, Natasha et Bruce, mais voilà, en tout cas ça m'a remis sur le tapis, enfin Raimi et Michael Waldron le scénariste. Mais en tout cas, parce que du coup on y apprend que Christine elle était gonflée par toutes les responsabilités que Strange il avait dans Infinity War Endgame, et que du coup elle s'est mariée, puisque du coup au début du film elle se marie avec un autre mec que du coup on ne présente jamais, on sait juste qu'il s'appelle Charlie, mais c'est tout. Voilà, on sait, enfin il est indiqué qu'ils sont encore en très bons termes, mais en tout cas elle lui dit je peux te respecter pour tout ce que tu fais, enfin pour toutes tes responsabilités, mais je ne peux pas t'aimer pour ça. Donc en gros on est sur une thématique assez propre dans les films de super-héros. Voilà, donc la relation amoureuse est compliquée suite aux responsabilités donc du super-héros. Donc voilà, donc c'était quand même bien de clarifier les choses sur cette relation sur lesquelles on n'était pas revenu finalement depuis le premier Doctor Strange. L'introduction de American Chavez du coup. Alors, j'aime bien ce personnage. Globalement, je trouve que l'actrice est plutôt sympathique, que l'utilité de son personnage est plutôt bien exploitée. Voilà. Donc c'est une toute nouvelle protagoniste dans le MCU. Et justement, c'est ça qui a posé problème. Le fait de nous l'introduire donc dès la première scène du coup avec le variant Strange et de nous l'introduire ensuite dans la réalité, donc avec le vrai Strange, etc. Donc poursuivi par le démon qu'on voit dans la première scène du film, me fait poser une question. J'ai l'impression, tel qu'on nous l'a introduit là, que c'est comme si on l'avait déjà introduit dans un autre film juste avant, ou même dans une autre scène post-générique, comme si elle avait déjà été teasée avant. Sauf que si je ne me trompe pas, American Chavez
jusqu'à maintenant, on n'en avait jamais entendu parler dans le MCU. Si je ne me trompe pas, enfin, peut-être qu'il y a un élément ou un film ou une série que j'ai oublié de regarder, mais je ne crois pas que dans les précédents films du MCU, le nom de American Chavez ait déjà été mentionné, ou en tout cas, soit même dans nom, soit sur ses agissements, bref. Et ce qui me questionne en fait, c'est qu'on nous l'introduit, donc on nous introduit juste une parcelle de son background. Tout ce qu'on lui dit sur elle, c'est que du coup, involontairement, elle a ouvert un portail donc qui a tué donc ses deux mamans. Oui, du coup, il y a une toute petite thématique LGBT et apparemment chez certains pays adjacents ce n'est pas très bien passé pour ceux qui ont vu qu'il y a que la Chine ou l'Arabie Saoudite avait demandé une censure. Bref, pourtant c'est juste une micro référence à la communauté LGBT, mais apparemment pour certains pays c'en est déjà trop. Bref, et donc du coup, mis à part ce petit détail sur son passé, on ne sait rien de plus sur son passé. Je veux dire, sur ce qu'elle fait quotidiennement dans la vie, parce qu'on du coup on sait qu'elle est une ado, mais je veux dire, dans le MCU en général, on ne sait pas du tout où elle était, d'où elle sort. Et ça, c'est quand même la question, parce que à part elle, quel est l'autre adolescent présent dans le MCU jusqu'à maintenant? Peter Parker. Alors, du coup, ce qui m'amène à un autre point. Alors, j'ai vu il y a quelques semaines, quelques mois après la sortie de Spider-Man No Way Home, donc du coup parce que Multiverse of Madness est la suite directe. Il me semble bien, je crois pas me tromper, qu'il y ait un truc entre les deux qui fasse l'intervalle, qui lie les deux. Normalement, American Chavez aurait dû être introduit dans Spider-Man No Way Home parce qu'il y avait certains concept art qui révélaient sa présence, qui révélaient qu'elle devait apparaître dans No Way Home, mais du coup, apparemment, ça a été supprimé. Alors, j'ose espérer quand même que quand Michael Waldron a écrit son scénario et que Raimi du coup a exécuté l'écriture, le script, que du coup il ne s'était pas basé sur les concept art de Spider-Man No Way Home, parce que du coup ça voudrait dire que Multiverse of Madness a été écrit en pensant que Chavez a été introduit dans le film d'avant et que du coup il pouvait le réintroduire dans ce film-là en pensant du coup qu'on connaîtrait le personnage. Sauf que du coup, vu qu'elle n'apparaît pas dans No Way Home, on ne connaît pas le personnage. Donc du coup, limite, là dans ce film-là, c'est une inconnue et à la fin du film, on ne sait toujours pratiquement rien de ce personnage. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que c'est une adolescente très sympathique, elle accompagne toujours Strange et Palmer tout au long du film, etc. Et donc, comme je vous le disais, mis à part ce petit élément sur son passé avec ses deux mamans, etc., on ne sait rien d'elle. Donc, quand même, c'est assez problématique, donc, que dès le début du film, on nous lance avec le variant de Strange et ce protagoniste et qu'on revienne avec elle et le vrai Strange dans la réalité une ou deux scènes après, sans qu'on sache d'où elle sort, ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant. Parce que du coup, vous allez me dire, oui mais Captain Marvel, avant qu'elle apparaisse dans son film solo et dans Avengers Endgame, on ne savait pas non plus d'où elle sortait. Oui mais elle, du coup, elle avait quand même l'excuse d'être dans d'autres univers et d'avoir à protéger ces univers-là en question. Alors qu'American Chavez, on nous indique quand même qu'elle vit à New York. Et c'est quand même problématique d'introduire le personnage chez Capital pour ce film-là, sans pour autant qu'on sache qui elle est. Donc là, pour moi, on est quand même sur un défaut assez capital du film. Voilà, je veux dire, basé, entre parenthèses, les faits les plus importants de Multiverse of Madness sur une protagoniste adolescent dont on ne sait pratiquement rien. Parce que si on l'avait introduit dans No Way Home, ça aurait été totalement cohérent. Voilà, étant donné que c'était un film avec des ados, donc le trio Peter, MJ et Ned, ça aurait été totalement logique d'introduire la nouvelle protagoniste adolescente du MCU dans un film avec des ados. Là, ça aurait été cohérent. Mais là, du coup, là, son introduction, limite, elle en a pas, quoi. On la met dans le film comme ça et on ne sait rien d'elle. Donc là, par contre, c'est quand même un gros défaut, voilà. Et de même, on ne nous indique pas non plus comment elle fait pour accéder au multiverse. Strange dit lui-même, quand il parle à un moment donné de Chavez à Wanda, il lui dit on a trouvé une fille donc qui peut accéder au multiverse, mais ça on nous explique pas comment elle peut le faire. Voilà, d'après tout ce qu'on peut retirer d'elle sur le film, on nous indique juste que du coup Strange il a rêvé d'elle, ensuite il l'a retrouvée dans la réalité et du coup vu qu'elle leur a appris à Wong, à Strange qu'elle peut voyager dans le multiverse, du coup c'est pour ça qu'elle a été embarquée dans l'histoire.
sans pour autant qu'on en sache beaucoup plus sur son background et sur ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant dans le MCU, parce que du coup j'imagine que ça date pas d'aujourd'hui qu'elle puisse se balader comme ça dans le multivers, donc faudrait quand même expliquer pourquoi elle a pas été voir Strange plus tôt et pourquoi même on l'a pas introduite dans une scène post-générique, que ce soit dans No Way Home, même ça aurait pu être une scène post-générique pour nous dire qu'elle serait présente dans celui-là. Donc ça c'est quand même un assez gros du film, un assez gros défaut du film, pardon. Donc j'aime bien American Chavez, c'est une scène très sympathique, elle traverse beaucoup de choses, Wanda lui en fait baver tout du long, elle accompagne quand même Strange, elle est utile, elle est dans la majeure partie des scènes, voilà quoi, je veux dire, elle est partie intégrante du film. Mais c'est quand même un problème qu'on ne sache pas qui elle est. Donc voilà. Ensuite, passons donc au personnage qui porte littéralement le film sur ses épaules et vole même la vedette à Strange lui-même, Scarlet Witch Wanda. Je trouve qu'en termes de présence, de jeu d'actrice, Elizabeth Olsen incroyable, Scarlet Witch est vraiment le cœur du film. Alors Wanda et la sorcière rouge, attention, vraiment, je trouve que toutes les scènes où elle apparaît, elle domine le film avec une gueule, avec une présence terrifiante, quelque chose, vraiment une présence qui est vraiment quelque chose de maléfique, vu tout son habillage, tout son accoutrement, avec son espèce de couronne, tout ce rouge très sombre qui l'entoure. Enfin, je trouve même à un moment donné quand elle arrive au camartage, je trouve, enfin, il y a une espèce de fumée noire qui vient du coup vers le camartage. Voilà, donc Strange et Wong guettent son arrivée. Voilà, il y a une grosse lumière rouge très sombre donc qui se démarque de toute cette fumée noire. Ensuite, elle sort de la fumée noire et même elle est toute petite, voilà, dans le ciel comme ça juste avant que Strange vienne la rejoindre. Et vraiment, mais chacune de ses apparitions, quand même, quand elle pénètre dans le camartage pour prendre Charles en otage, mais elle a une présence, elle a vraiment quelque chose, et à chaque fois je suis en mode waouh, Wanda c'est vraiment quelque chose. Et je trouve que depuis Infinity War et Endgame, donc quand elle a perdu Vision, donc qui était l'amour de sa vie, et après donc WandaVision, donc vraiment on peut remercier WandaVision pour avoir fait autant évoluer Wanda. Je trouve qu'elle a connu une évolution, un parcours de personnage et même une progression en termes de jeu d'actrice que je trouve absolument incroyable. Vraiment, je trouve que bon, Strange, enfin Benedict Cumberbatch joue très bien, mais quand Elizabeth Olsen est là, qu'est-ce qu'elle envoie, mais vraiment quoi, chacune de ces scènes, et même beaucoup dans la deuxième partie aussi, quand elle est en mode vénère et que elle déboîte des mâchoires, pour rester assez vague pour le moment, mais waouh quoi, elle est flippante, elle est démoniaque, elle a un charisme dingue, et est-ce que j'oserais même dire que depuis qu'on la connaît, depuis la fin d'Avengers Age of Ultron, quand elle perd son fier Pietro, est-ce qu'on pouvait se douter que cette protagoniste du MCU allait connaître une évolution, une traversée comme ça? Mais vraiment, moi je suis scotché quoi. Ce que Michael Waldron et Sam Raimi en ont fait, comment il a dirigé, ce qu'ils en ont fait depuis WandaVision, comment ils ont saisi un petit peu le rôle de mère et de veuf, enfin qui vient de perdre l'amour de sa vie dans WandaVision, ce qu'ils en ont fait, comment ils ont exploité ça avec le Dark World et la sorcière rouge, etc. Bon, ça a été dans la dernière scène post-générique donc de WandaVision, donc ça avait conclu la série comme ça, donc pour préparer à ce film-là justement, je trouve que c'est une évolution juste incroyable et personne d'autre que Sam Raimi aurait pu gérer une antagoniste aussi désespérée dans un état psychologique aussi fragile, parce que ça c'est un truc que Sam Raimi sait très bien faire, c'est travailler donc les protagonistes, les personnages, que ce soit dans les films de super-héros ou dans des films plus indépendants, les personnages en deuil ou qui traversent des choses extrêmement compliquées. Souvenez-vous de la réaction de Peter Parker dans le premier Spider-Man quand il perd son oncle Ben, voilà. Souvenez-vous de la réaction de Alfred Molina, donc Octopus, quand il se rend compte qu'il a buté sa femme par erreur dans Spider-Man 2, ou même de la réaction de Norman Osborn dans enfin le fait que Norman Osborn ait perdu son père, ce qui le conduisait à vouloir à tout prix buter Spider-Man parce qu'il pensait que Spider-Man avait buté son père. Bref, Sam Raimi, il sait vraiment bien diriger les personnages en deuil ou qui sont en train de péter des câbles. Et Wanda, parce que faut rappeler quand même que dans le MCU, elle a perdu son frère,
elle a perdu le seul amour de sa vie, en quelque sorte. Ses enfants lui ont plus ou moins lui ont été enlevés à la fin de WandaVision alors qu'elle les avait créés par magie. Et du coup, elle avait dû faire le deuil de Vision à la fin de WandaVision. Bon, j'imagine contre son gré, en sachant ce qui lui arrive, comment elle interprète les choses dans ce film-là, mais vraiment quoi, son personnage connaît une évolution vraiment très remarquable. Son utilisation du Dark World et puis surtout les meilleures scènes où elle apparaît. C'est littéralement, voilà, quand elle est en position de yoga comme ça, en mode sorcière rouge, qu'il y a des trucs qui gravitent un petit peu autour d'elle, et qu'avec le Dark World, elle tente un petit peu de se projeter dans sa maison pavillonnaire avec ses enfants, donc Billy et Tommy, si je me trompe pas, d'ailleurs ces gosses sont vraiment trop adorables, et vraiment quoi, à toutes ces scènes comme ça, mais elle impose une présence même quand elle est abandonnée dans l'espèce de tour là, de Windagor ou de je ne sais trop quoi. Attendez, je vérifie parce que du coup j'ai pris Wintagor, oui c'est ça. J'ai pris les petites notes, donc des lieux importants. Mais vraiment, voilà, quand elle se trouve même à Kamarja ou même à Wintagor, etc. et qu'elle est en position donc du Dark World, donc d'une chose donc qui permet donc d'amener tout ce qu'on a perdu à la vie. D'ailleurs, c'est ce qu'elle suggère à Strange la première fois qu'ils se rencontrent et qu'ils interagissent. Vraiment, je trouve qu'elle porte le film sur ses épaules. Je le répète, je trouve que Wanda, c'est la meilleure évolution de personnage de tous les personnages qu'on a connus jusqu'à maintenant de Marvel Cinematic Universe. Parce que pourtant des personnages dans l'MCU, il y en a beaucoup. Hein. Donc il y a les principaux, il y a Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow, bref, il y en a beaucoup. Et pourtant, Scarlet Witch, Wanda, qui ne s'était pas beaucoup démarquée donc de tous ces personnages principaux, des personnages principaux du MCU depuis les Avengers et leurs films solo. Bah là, elle est vraiment passée donc de personnage effacé à femme ultra charismatique, qui a de la gueule, une présence, etc. Et vraiment, je trouve que Raimi a très bien su exploiter tout ce potentiel psychologique et toutes ces faiblesses pour en faire une machine à tuer. Et j'y reviendrai plus dans les détails après quoi. Vraiment dans la deuxième partie du film, quand elle débarque, elle boite, etc., qu'elle est recouverte de sang des pieds à la tête. Wow, dans l'émission en tout cas, c'est un truc qu'on n'avait jamais vu, on n'était jamais allé aussi loin dans la violence, dans la brutalité, même dans le sang, puisqu'il y a quand même quelques moments un petit peu, bon, pas sanguinolent ou avec du sang qui gicle partout, mais c'est quand même assez violent. Et je vous trouve que de la part du MCU et de Kevin Feige, d'avoir laissé Sam Raimi aller jusqu'à là en termes de mise en scène et de direction d'acteur, c'est vraiment génialissime. Vraiment, là, pour le coup, j'applaudis vraiment Kevin Feige. Je remercie vraiment Kevin Feige donc d'avoir permis à Sam Raimi d'aller jusqu'à là, parce que ce que Sam Raimi fait avec Elizabeth Olsen, littéralement, c'est vraiment devenu ma méchante du MCU préférée, quoi. Peut-être même qu'elle surpasse Thanos au niveau interprétation, au niveau tout ce qu'il y a dans le meurtre, etc. Parce que Thanos, c'est vrai qu'il avait une idéologie quand il avait fait son fameux snap. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de références à Thanos dans ce film-là. Mais je trouve qu'en termes d'interprétation, vraiment, Elizabeth Olsen, elle assure, mais vraiment beaucoup. Et pour le coup, c'est vraiment très bien de pleinement s'être servi donc de tout ce qui avait été débuté dans WandaVision. Voilà, donc avec Vision, les enfants qu'elle avait créés par magie, etc. Voilà, parce que c'est vrai que pour le coup, la première fois d'ailleurs que Strange et Wanda, ils interagissent, Wanda, elle crée une sorte de paysage complètement rougeâtre avec les arbres morts, le Dark World, etc. Et c'est un paysage magnifique. Donc sa première apparition en tant que sorcière rouge, donc depuis WandaVision, et la scène est absolument magnifique, vraiment. C'est la première scène, elle annonce que ça va vraiment être le chaos total. Voilà, parce qu'après, quand la sorcière rouge, elle apparaît, elle arrête pas de se nommer le chaos, la désolation, et c'est vraiment magistral comme façon de mettre en scène le personnage, comme façon d'étudier ses faiblesses, etc. Et toutes les scènes qui se passent donc dans sa maison pavillonnaire avec Wanda qui est connectée à la sorcière rouge, etc. Avec la sorcière rouge qui se connecte à la Wanda de WandaVision. Ce sont des scènes extrêmement réussies qu'on revisite du coup WandaVision, mais d'un autre point de vue, sous un autre regard. C'est vraiment fabuleux. En plus, le rythme, il est toujours vraiment parfait, tout s'intègre très bien. Bref, rien à dire. Wanda, meilleure évolution de personnage dans le MCU depuis
très longtemps. Avant d'entrer dans les spoilers, évidemment, je voulais parler donc du concept du multiverse. Alors, je trouve malheureusement que ça a été un des points forts du film avec American Chavez et son manque de background, donc jusqu'à ce qu'elle arrive dans l'MCU. Je trouve que malheureusement, on n'explore pas assez tout le potentiel du MCU. Pour vous dire, dans Multiverse of Madness, on explore, allez, 2, 3 univers maximum. Donc il y a le premier univers avec quelques personnages de comics. J'entre dans les détails juste après. On explore un autre univers avec qui est complètement désolé, enfin où règne la désolation, le chaos, où tout est sinistre, où tout est très grisâtre, etc. Ça c'est l'univers qu'on explore à la fin du film. Donc on visite maximum 2 univers dans ce film-là. Peut-être qu'il y en a un qui m'a échappé, mais non, je crois qu'il y en a maximum 2, minimum 2, maximum 3. Et malheureusement, je trouve que ce n'est pas assez. Alors, cela dit, il y a quand même un court passage quand American Chavez et Doctor Strange, donc ils sont envoyés dans le multiverse. À un moment donné, donc il y a une transition entre tout un tas d'univers. Donc on voit un univers animé, on voit un univers en peinture, on voit un univers en mode Jurassic Park avec des dinosaures, etc. On voit un univers un peu futuriste, etc. Donc on passe à un moment donné, donc c'est quelques secondes, on passe simultanément dans tout un tas d'univers. D'ailleurs, graphiquement et visuellement, c'est très bien représenté, c'est très créatif. Pour chaque univers, on a une personnalité bien distincte. Donc à ce niveau-là, je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment, le multiverse, il est vraiment bien représenté visuellement, mais malheureusement on va jamais dans la profondeur des choses. Ce qui est dommage, puisque dans un des dialogues, American Chavez, quand Strange lui demande combien d'univers elle a visité, elle lui dit 72, 73 en dehors, en plus de celui dans lequel ils sont actuellement. Donc quand on sait tous les univers qu'il y a, je trouve ça quand même relativement dommage qu'on reste quand même sur une exploration, encore une fois, très en surface du multiverse, parce qu'encore une fois, le multiverse pour moi on n'a toujours pas été vraiment dans les infinies possibilités du multiverse. Voilà, on sait qu'il y a un nombre incalculable de possibilités, de situations ou de variants et autres, mais non, on reste encore une fois en surface. Voilà, on explore 2, 3 univers par-ci par-là, mais c'est tout. On sait pourtant et on nous indique je vous en parlerai juste après, que avec le multiverse, qu'on peut y voir toutes sortes de variants, que toutes sortes d'autres scénarios complètement différents de ceux que ce qu'on a déjà eu dans les précédents films du MCU peuvent avoir lieu dans d'autres univers différents, et pourtant on reste quand même en surface. Et ça, c'est vraiment très frustrant, parce que moi du coup visuellement il y a quelque chose, il y a un rendu, voilà, on voit le lieu avec le livre des 8 chantiers et le démon au début du film, le passage qui permet de faire l'intervalle entre tous les univers, on le voit, mais encore une fois ça reste encore une fois très en surface. Et même du coup ce court instant, on voit tout un tas d'univers comme ça défiler devant nos yeux avec Strange et Chavez donc qui passent à travers. J'ai envie de me dire, mais pourquoi on va pas, on voit un univers animé, on voit un univers futuriste, on voit un univers jurassique encore une fois, mais à chaque fois on n'explore pas ces univers. Ça aurait été vachement cool qu'on passe ne serait-ce que 5 minutes dans l'univers animé, quoi. Graphiquement parlant, pour la MCU, ça aurait été quelque chose de très révolutionnaire. Voilà, ça c'est le multiverse. Il y a encore là, encore là, encore là. Et au lieu de ça, on continue d'explorer le multiverse dans des lieux, dans des mégalopoles, dans des paysages qu'on a déjà vus 10 000 fois dans MCU. Voilà, des villes random. Moi, ça m'aurait vachement plu d'aller dans l'univers animé, dans l'univers en peinture. Enfin, il y avait une multitude de possibilités. Et je trouve malheureusement que dans un film qui porte dans son sous-titre Multiverse of Madness, c'est quand même relativement dommage de n'avoir exploré que ça, que visuellement et pas en profondeur. Moi, ça m'aurait vachement intrigué, surtout avec une protagoniste comme American Chavez qui peut vraiment passer d'un univers à un autre, qui a vraiment ce pouvoir-là, qui a vraiment ce potentiel-là. Je sais pas, c'est dommage quand même que scénaristiquement parlant, avec tous les moyens qu'ils avaient pour accéder à ça, bon, peut-être du coup que pour des raisons financières, mais bon,
Le MCU, on sait très bien qu'ils peuvent mettre du pognon quand il s'agit vraiment d'investir dans des grands trucs comme ça, dans des grands projets. Surtout avec Sam Raimi à la réalisation, on aurait vraiment pu faire un truc assez unique et même lui, ça aurait pu le sortir un petit peu de sa zone de confort et lui permettre d'explorer vraiment des possibilités infinies en termes de réalisation, d'idées, de concepts. Enfin, bref, on le sait qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin à ce niveau-là. Et je trouve que c'est vraiment dommage de ne faire que visiter ou d'apercevoir très vaguement toutes les possibilités. Peut-être qu'il y aura d'autres projets de MCU où on aura l'occasion. Mais bon, dans un film qui s'appelle Multiverse of Madness, le fait que ce soit qu'une exploration en surface, pour moi, c'est un petit peu décevant. Et maintenant, maintenant du coup que j'ai parlé donc de ce qui m'a déçu en termes de multiverse, voilà, c'est quand même ma grosse déception. Bon après, les univers que Strange et Chavez y traversent, ils sont sympas, mais on les a déjà vus, ce ne sont pas des univers différents ou qui nous déstabilisent. Voilà, moi j'aurais vraiment voulu avoir un univers en mode waouh, ça on n'a jamais vu, c'est très original, etc. Non, là on reste toujours dans des mégalopoles, dans des villes, enfin dans des paysages qu'on connaît déjà. Donc il y a aucune nouveauté à ce niveau-là, ce qui est vraiment dommage. Et donc maintenant, on passe en partie spoiler, donc toutes ceux qui ne veulent rien savoir de tout ce qui se passe en termes de caméos, de scénarios divers, vous quittez la vidéo maintenant et revenez voir quand vous aurez vu le film. Parlons donc des Illuminati. Alors, pour les Illuminati, donc point essentiel, très original et très surprenant donc de ce multiverse of Madness. Donc d'ailleurs, je pense que sans ce concept du multivers, donc les scénaristes jamais ils n'auraient pu faire intervenir ou faire revenir ou introduire les Illuminati, donc cette secte avec des personnages venant d'ici et de là, donc de dire ces équipes donc du super-héros, notamment donc, des 4 Fantastiques, des X-Men ou autres, comme Charles Xavier et Reed Richards. Et ben pour le mec du fond, dont les connaissances de super-héros ne se font que grâce aux super-héros et non aux comics, parce que je répète que je ne connais rien aux comics, et ben il est un petit peu laissé sur le carreau, parce que en soi les Illuminati du coup on nous les introduit là comme ça. D'ailleurs à un moment donné, en premier lieu, Strange pense que les Illuminati c'est genre l'Hydra ou même le Shield de les Avengers. Alors c'est vrai qu'ils sont en mode Avengers, voilà, quand ils se tressent face à Wanda, donc qui se rend du coup qu'il y a des Illuminati. Et d'ailleurs, ils finissent tous réduits en miettes. Je trouve ça très drôle d'ailleurs. Et alors, d'ailleurs, en termes de caméos, les fans, enfin, toutes celles qui attendaient vraiment des caméos de ouf, genre Wolverine, Deadpool ou même des variantes d'Iron Man, je ne sais quoi, vous avez dû être vraiment très déçus. Alors moi, heureusement que les caméos pour moi c'était vraiment très à part dans le film. Enfin, avant de voir le film, j'ai que ouais, c'est très cool, j'en avais un tel ou un tel dans le film, mais vraiment, pour moi c'était juste un instant de fan service quoi. Ça n'allait pas, mon avis, comment j'allais recevoir le film, ça n'allait pas reposer uniquement sur les caméos. Par contre, je sais que pour certains, ça importait beaucoup. Donc, pour tous ceux qui attendaient vraiment des caméos de ouf, je sais qu'à un moment donné, il y avait la rumeur d'au moins une vingtaine de caméos. Il y en a genre 5, 6. Genre, sur les Illuminati. Bon, si on compte la scène post-générique, il y en a 7. Mais bon, je pense pas que la scène post-générique, ça compte vraiment dans le genre caméo, multiverse et tout ça. Bref. Donc, les Illuminati, pour le mec qui connaît pas trop les comics, je pense qu'il est un peu laissé sur le carreau parce que, genre, quand il y a eu Black Bolt qui est apparu, genre, tout le monde était en mode waouh, etc. Parce que du coup, j'ai vu le film au Grand Rex et du coup, dans cette salle, les gens réagissent beaucoup quand il y a des personnages emblématiques qui apparaissent. Donc, quand Black Bolt est apparu, les gens, ils ont vraiment applaudi. Quand il y a le variant, du coup, de Captain Marvel, donc joué par Lashana Lynch qui est apparu, les gens, ils ont quand même bien applaudi aussi. Quand il y a Reed Richards, donc joué par Tony Krasinski qui est apparu, les gens, là, pour le coup, j'étais un petit peu enthousiaste parce que bon, les 4 Fantastiques, je connais quand même pas mal. Pas cette version jouée par John Krasinski pour le coup, mais je connais quand même le personnage, donc du coup j'étais plutôt content de le voir. Par contre, pensant à Xavier, ouais là j'étais une petite instant nostalgie parce que j'ai quand même bien les X-Men aussi, donc mais ce qui est intéressant avec les Humanities, c'est qu'on apprend du coup qu'il y a un scénario où du coup Strange il est merdé et du coup où il a anéanti donc des millions de vies, ce qui fait que du coup les Illuminati ils ont dû le buter et que du coup il y a un scénario où il y a un univers où les Illuminati ont vaincu Thanos grâce au livre des Givenchy. Et du coup ce qui est intéressant c'est qu'ils pensent que le même Strange de la Terre 816 donc qui
apparaît du coup dans la Terre 607, non, c'est Strange, il vient de la Terre 838 et ils atterrissent et l'univers des Humanités c'est l'univers 616, voilà. Et donc du coup il pense que le Strange de l'univers 838 est le même bouffon que celui de l'univers 616, donc est mort pour avoir vaincu Thanos, voilà. Et qui du coup a permis à Mordo de devenir le sorcier suprême donc du sanctuaire. Voilà, donc ça c'est plutôt un scénario intéressant. D'ailleurs c'était vraiment très bien donc de voir justement une scène sur Titan, donc qui est la planète de Thanos, où on voit Thanos en arrière-plan qui est buté comme ça avec un truc planté dans le torse, et les Illuminati donc devant Strange donc a échoué. Donc ça c'était vraiment une partie du scénario très intéressante. Seulement pour moi les Illuminati, j'avoue qu'à part provoquer du fanservice par rapport aux univers d'où ils viennent, j'avoue que ils servent pas vraiment à grand chose, on nous explique pas vraiment qui ils sont. Voilà, quand on nous dit que Strange va être présenté à eux, on nous indique pas vraiment qui ils sont au final. Voilà, on nous indique, parce qu'ils doivent porter un jugement envers ce Strange là pour savoir si oui ou non c'est le même imbécile que le Strange que ils ont été forcés de buter parce qu'il avait fait des erreurs. Mais du coup, on nous dit pas vraiment qui ils sont. Enfin, on nous les présente quand ils apparaissent et du coup, ça permet aux gens de réagir quand eux ils apparaissent, donc pour le fan service, pour la nostalgie, etc. Bon, en même temps c'est vraiment des caméos, vraiment pour provoquer quoi ils apparaissent en mode, voilà, on vous remet lui, réagissez, on vous remet lui, réagissez, voilà, c'est vraiment du caméo, voilà quoi. Même pour Charles Xavier, on met un petit peu plus de temps que les autres à nous présenter, et d'abord on nous filme sa main sur le fauteuil, et après on nous le présente un petit peu de dos, etc., etc. Enfin, du coup, voilà, on nous tease, comme on fait intervenir un personnage, c'est vraiment fait pour provoquer une réaction assez intense de la part du public, ce qui a très bien marché dans la salle, hein. Même dans une salle, même dans la salle indépendante où j'ai vu le film pour la deuxième fois, les gens ils étaient quand même réagis. J'ai même entendu un couple faire "Oh mon Dieu!" Pour le coup, j'avoue que j'étais assez surpris parce que d'habitude dans les salles, enfin dans les cinémas, il n'y a pas forcément d'ambiance et d'atmosphère entre fans ou autre chose que parce qu'au Grand Rex, dès qu'il y a un truc comme ça, ça hurle, ça crie, etc. Alors que là, même dans une salle comme ça où les gens restent impassibles, même quand il fait des trucs de ouf à l'écran, les gens ils étaient quand même en mode ils ont quand même applaudi. Moi, j'avoue, j'étais en mode, ok, bon, bah, c'est cool, il y a quand même une ambiance. Et vraiment, le couple, j'ai cru que il y avait aussi un couple, il y avait un couple qui était assis un peu plus loin derrière moi, et il y avait un mec qui était juste assis à côté de moi, et le mec était en mode, oh putain. J'avoue que ça m'a fait vraiment, parce que des fois les gens ils ont des réactions, bon, je les comprends, parce que ce sont des personnages qu'ils aiment, etc. Mais pour le coup, ça m'a fait autant rire qu'en plaisir. Je me suis dit, ok, bon, bah, ça fait plaisir, c'est tant mieux, hein. Après, moi, d'un côté, il y a vraiment que Captain Carter qui m'a fait plaisir, parce que du coup, j'avais rattrapé l'épisode de What If juste avant, et aussi Charles Xavier, que j'aime parce que j'aime bien X-Men aussi, comme je l'avais dit, donc qui m'a fait plaisir. D'ailleurs, il y a le professeur Xavier, enfin Charles Xavier, est une scène plus exploitée que les autres, puisque à un moment donné, il tente un peu de rentrer dans l'esprit de Wanda, etc. La scène elle est plutôt intéressante, le décor tout blanc, etc. Où du coup on le voit debout, ce qui est ironique un peu, mais la scène est intéressante même s'il meurt juste après. Voilà, il a une scène où il use de ses pouvoirs qui se démarque des autres, parce que les autres du coup ils se mettent en mode Avengers face à Wanda, monsieur Reed Richards elle aurait dû en mettre en 2 secondes. Pareil pour Black Bolt, en 2 secondes elle lui cloue le bec et boum elle lui perfore le crâne. Captain Carter, comment il l'a tué, c'est quand même assez violent. C'est-à-dire que elle retourne le bouclier de Captain Carter contre elle. On voit que la caméra se rapproche comme ça de Captain Carter et que on sent que le choc du bouclier il est passé, que ça l'a vraiment rentré. Du coup le bouclier il rebondit, il va frapper un mur et le sang il gicle. Et là je me suis dit wow, extrême comme façon de buter un personnage, surtout Peggy Carter qui est quand même relativement connu du coup pour être la femme de Captain America. D'ailleurs, il y a une petite référence à Captain America en mode je pourrais faire ça toute la journée, phrase qu'il avait prononcée du coup dans Avengers Endgame, film qui pouvait également faire revenir donc, des personnages bien célèbres. Donc, oui, pour les Illuminati, j'avoue que c'était plutôt un moment, une partie assez cool de l'histoire. C'était vraiment sympa de les voir, enfin, en partie pour tous, pour certains qui connaissaient vraiment tous les personnages, c'était cool. Après, même moi, j'ai bien apprécié revoir Charles Xavier, Captain Carter, etc. Holly Hatley, donc celle qui joue Peggy, j'aime beaucoup cette actrice, vraiment, c'était un plaisir. D'ailleurs, apparemment, elle a quand même sa cote de popularité auprès des fans du MCU, puisque quand elle est apparue, en plus, elle est vraiment iconique en mode, ça y est, elle surgit de l'ombre avec le costume, etc.
les gens ont quand même réagi aussi, donc ça c'était vraiment pas mal. Voilà, donc les Illuminati, je pense qu'ils auraient quand même pu être exploités au-delà du fanservice, etc. Parce que même quand ils se mettent en mode Avengers, c'est vraiment pour le fanservice et pour que les gens ils disent « Oh, et puis la scène avec les Illuminati qui dressent contre Wanda », j'avoue, je pense que c'était... Malheureusement, ça manque d'exploitation aussi à ce niveau-là, ce qui est dommage vu que c'est quand même, c'est quand même l'une des seules occasions où il pouvait apparaître. Donc, j'aurais préféré qu'il joue quand même un rôle un petit peu plus important dans la fin de l'histoire. Et puis même, c'est dommage parce que on a quand même Red Richards, donc Monsieur Fantastique, et on sait quand même qu'il y a un film 4 Fantastique qui ne sera pas réalisé par John Watts, yes. Et c'est quand même dommage de buter un mec, donc qui fait partie des 4 Fantastiques, alors qu'il y aura un film 4 Fantastiques. Voilà, ça aurait quand même été une manière assez intelligente et maligne quand même déjà utiliser un truc pour les 4 fantastiques en mettant du coup grâce au multiverse un fantastique quoi, et comme pour expliquer que du coup le Multiverse of Madness permettra du coup l'incursion dans les MCU des 4 fantastiques, parce que du coup là on ne sait pas comment, enfin peut-être que du coup ça va permettre quelque chose vu que Monsieur Fantastique est mort, peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'est quand même un peu con de le buter, mais après bon ils peuvent toujours trouver l'excuse du variant. Bon, ensuite donc les Illuminati c'était cool, mais c'est quand même un petit peu décevant. En ce qui est de la mise en scène de Raimi, la partie que j'ai le plus aimé, alors je vous avoue que tel un fanboy de Papa Raimi, j'ai retrouvé quand même beaucoup de détails de sa patte de réalisateur, parce que beaucoup d'entre vous, enfin même en général sur les réseaux sociaux et autres, beaucoup redoutaient que Multiverse of Madness ne soit pas un film de Sam Raimi. Je peux vous confirmer que toutes ces thématiques récurrentes, donc tous les thèmes qu'il a déjà abordés dans ses films précédents, ou même la trilogie Spider-Man, ou même tous ces petits tics de réalisateurs, on les retrouve bel et bien dans Multiverse of Madness. Alors, on a quand même beaucoup de plans très sinistre, voilà, notamment vers la fin, quand ils sont dans l'univers très sinistre, désolation, avec le Dark Strange, soit parce que le contexte de l'univers fait que c'est ainsi, soit parce que c'est Wanda qui est passée, qu'elle a commis du carnage, voilà. Désolé, j'ai un peu mes notes, mais je voulais vous retranscrire vraiment les mots tels qu'ils sont, parce que la mise en scène n'est pas toujours très facile à décrire, puis moi j'ai pas toujours les mots clés qu'il faut, donc vraiment, voilà quoi, il aime de toute façon les contextes de désolation, de mort, les contextes vraiment où on sent qu'il s'est passé vraiment des choses très horribles, et il s'en passe quand par exemple Wanda est au camartage et qu'elle cause la désolation sur place, etc. On voit même des démembrations, des mecs se faire exploser. Enfin, voilà quoi, à ce niveau-là, rien qu'avec Wanda, comme je vous l'ai dit, grâce à Wanda, Raimi peut vraiment aller au bout donc de sa patte horrifique quand il explore vraiment des choses très violentes, parce que Raimi c'est très souvent gore et très souvent plein de désolation, plein de chaos partout. Bah là pour le coup avec Wanda il peut vraiment aller très loin et se faire plaisir, donc ça c'est vraiment bien. Et même en général dans les paysages, dans la photographie, on ressent vraiment le sinistre ramirien, si je puis dire. Voilà, il y a aussi les plans sur les yeux. Voilà, à un moment donné, on a un plan comme ça qui vient sur Wanda. Pareil sur le Charles Xavier, pareil pour le Strange, on a beaucoup de trucs qui se passent via les yeux, les regards, et les regards, chez Raimi, il use des regards comme pour signifier une réaction omnisciente ou intérieure dans un personnage. Raimi, il utilise vraiment beaucoup les yeux, ou les zooms comme ça, direct sur les visages dans des scènes un petit peu importantes, ou vraiment, pour vraiment signifier l'importance, de ce qui se passe chez le personnage, ou de ce qui se passe pour le personnage, de ce qui est important pour l'action en réel. Donc ça il le fait beaucoup. Le Strange Zombie, pareil, alors ça il s'en donne à cœur joie. Voilà, il y a vraiment une scène, donc ils sont dans un univers très sinistre avec une montagne, etc. Donc le Wundagore, justement, le Wundagore, ouais c'est ça, je crois que je me suis pas goré. Attendez, je retourne parce que je retourne, mais il faut que je retourne, mais je sais pas, excusez-moi, je lis un peu mes notes. Oui, c'est ça, le Wundagore. Quand il est avec le Strange en mode zombie et qu'il le fait sortir, voilà, que Strange le réveille, on a genre le gros éclair qui se déclenche, voilà, on a la caméra qui est en mode un petit peu vertical, et là tu vois la main du Strange en mode zombie, donc qui était mort, donc celui qu'on avait vu donc dans la première scène cauchemar du Strange de la réalité, et il sort du tombeau, voilà, il met sa main en mode tout zombie, il est en mode un petit peu vertical, il ouvre un espèce de portail, il est un petit peu tributant, etc. Et là quand j'ai cette scène, je me suis dit, Sam,
je te retrouve. Yes. Donc ça, c'était vraiment cool. Donc avec les créatures un petit peu maléfiques qui lui tournent autour, ça, Rémi, il adore les trucs très sombres, les petites créatures, tout ce qui gigote un petit peu autour, tout ce qui rampe, tout ce qui est très visqueux. Ce qu'il avait fait avec Venom, notamment dans Spider-Man 3, on va beaucoup retrouver ce genre de choses ici, ce genre de choses, les trucs un petit peu menaçants, etc. Il y a même un plan où il y a une de ces créatures menaçantes justement qui sort de l'œil de Strange, qui va attaquer Christine Palmer, et la caméra elle prend le point de vue d'une des créatures et la caméra elle gigote un peu comme pour signifier l'effroi de Christine Palmer. Caméra très dynamique à ce moment-là, vraiment, parce que les créatures elles sont magnifiques, elles sont moches, voilà, elles sont dans un univers très sinistre, elles tournent autour. On a même des gros plans sur la main zombie, sur les ongles un petit peu décomposés, donc du cadavre de Strange. Même on a beaucoup, Raimi il insiste vraiment sur le visage cadavrique du Strange zombie. Ça c'était très très cool aussi. Même la pieuvre au début qui attaque Chavez. Voilà, Raimi il aime bien tout ce qui bouge dans le dos, tout ce qui gigote un peu. Vous vous souvenez bien sûr du Docteur Octopus et de ses tentacules en métal métallique. Voilà, il aime beaucoup explorer, il aime beaucoup les trucs qui gigotent, qui flottent, qui tuent. Enfin ça, il aime beaucoup tout ce qui rampe, tout ce qui accroche, tout ce qui est surnaturel au corps humain en fait. Voilà, ça il aime beaucoup. Les plans rapprochés et très légèrement vertical, ça il l'utilise beaucoup pour filmer Wanda. Des fois il prend un plan hauteur comme ça, il met un peu en vertical et il filme Wanda comme ça du haut, et il redescend le bas et tout ça est en vertical. C'est extrêmement efficace de toute manière, il sait très bien, voilà, immortaliser Wanda et tout ce qui est très maléfique. Ça c'est très très cool quand il le fait. Il y a un truc aussi qui est très récurrent et qu'il fait revenir ici avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup de brio, c'est la double personnalité. Double personnalité chez Raimi, c'est très important et ça il sait très bien le faire, et notamment ici donc du coup avec le Doctor Strange et le double maléfique de Strange. Vous savez que Raimi, dans la trilogie Spider-Man, il a beaucoup fait le jeu des doubles personnalités, donc avec le bouffon vert et Norman Osborn dans Spider-Man 1, avec Octopus et son côté méchant dans Spider-Man 2, le côté maléfique de Peter et quand il est possédé par le symbiote dans Spider-Man 3. Donc dans les trois films de Spider-Man, il a exploré vraiment le côté maléfique de son personnage. D'un côté, une version possédée ou possédée par un symbiose ou par sa création en elle-même. Et ici, donc du coup, il expande de nouveau le principe de la double personnalité, du coup, avec le double de Strange. Voilà. Même avec Wanda, du coup, la femme qu'on connaît en général depuis les Avengers, et du coup, la sorcière rouge. Voilà, parce que du coup, il y a la Wanda qui est affublée avec tout son costume de sorcière rouge, avec sa grande couronne, etc. Et il y a la Wanda, du coup, qui poursuit avec acharnement Strange et Chavez, donc les deux versions de Wanda qui nous sont présentées dans ce film-là sont extrêmement cool. Donc Raimi il sait très très bien gérer tout ce qui est double personnalité, voilà, tout ce qui est double maléfique, etc. Même la variante de Christine Palmer dans l'univers 616 avec les Illuminati, elle a les cheveux légèrement plus roux, et ça je sais pas du coup si c'est un clin d'œil à Peter Parker, que les cheveux légèrement plus foncés quand il était possédé par le symbiote qui faisait l'abruti avec MJ et même en général. Voilà, sa couleur elle est légèrement plus rousse. Donc voilà, donc ça, le jeu des doubles personnalités, on le retrouve vraiment dans ce film-là. Ça c'est très bien. On retrouve quand même beaucoup d'éléments et de trucs que Raimi a déjà exploré en lui-même dans sa filmographie, des sujets, des thématiques ou des petites choses comme ça, notamment donc le super-héros qui a du mal à trouver l'équilibre entre donc ses responsabilités de super-héros et sa relation amoureuse, comme dans Spider-Man du coup où Peter avait un mal de chien à avoir MJ et à être le super-héros, Spider-Man, double identité et tout le bordel. Et là du coup donc c'est remis sur le tapis, puisque du coup voilà, comme je vous le disais, Christine Palmer du coup elle avait vraiment du mal avec toute la responsabilité que Strange il avait vis-à-vis donc du monde, de ses responsabilités de super-héros, etc. Et du coup leur relation, bon ils sont en bons termes évidemment, mais voilà, leur relation c'est un peu compliqué. Voilà, pour cette raison-là, du coup, ça c'est un truc qu'on retrouve un petit peu chez Raimi, les relations amoureuses un petit peu foireuses, et en général, ici, dans le film de super-héros, l'adolescence et les nouveaux pouvoirs, donc
une métaphore un petit peu de la puberté, évidemment l'adolescence que Sam Raimi l'a beaucoup exploré même dans Evil Dead puisque c'était un groupe d'étudiants. Dans Spider-Man évidemment on avait le trio Peter, Harry et MJ, donc qui étaient des adolescents avec Peter qui découvrait ses nouveaux pouvoirs donc d'homme araignée, donc quand il a été piqué par l'araignée. Le livre maléfique, du coup ici on a le Dark World, et dans Evil Dead on avait le livre des morts, donc effectivement on retrouve cet objet maléfique que d'ailleurs Raimi présente très bien quand il réintroduit la sorcière rouge lors de la première scène entre Wanda et Doctor Strange. Les doubles maléfiques variants, comme je le disais, avec la double personnalité, le double maléfique de Strange qui est aussi arrogant que Peter, enfin dans un autre contexte, dans un scénario, dans Spider-Man 3 évidemment. La possession, évidemment, truc très phare dans Evil Dead ou autre, voilà, même dans Spider-Man 3, du coup, quand Peter est possédé par le Symbiote, il est vraiment possédé, et là, il y a de nombreux moments où, du coup, Wanda va vraiment essayer donc d'extraire donc les pouvoirs donc d'American Chavez. Il y a beaucoup de moments où on va voir American Chavez un petit peu en transe, avec les yeux un peu globuleux, avec des trucs avec des rhumes qui lui sortent un petit peu du ventre, voilà, comme si voilà, avec Wanda qui essaye vraiment d'extraire ses pouvoirs en vain, bien entendu. On retrouve, ouais, voilà, en gros, on retrouve un bon nombre de choses. Et comme je le disais avec Wanda, Raimi s'est très bien travaillé, donc les personnages en deuil, ou les personnages qui traversent des choses vraiment très compliquées, le deuil, ou la perte amicale, ou des trucs comme ça. Dans beaucoup de films, Raimi, il a beaucoup travaillé donc ce genre de faiblesse au niveau de ce personnage. Dans beaucoup de films de Raimi, les personnages sont très instables psychologiquement, ils ont beaucoup de colère, ils ont beaucoup de vengeance, ils ont beaucoup de peine, de tristesse en eux. Et en l'occurrence, donc ça avec Wanda. Et je pense que ça va être le meilleur traitement de personnages à ce niveau-là dans toute sa filmographie. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. À noter que au début, quand Wanda arrive à Kamajar et qu'elle veut aller capturer Chavez, il y a Strange qui se met en face d'elle et qui lui dit la réplique il faudra passer par moi pour aller la trouver. Réplique que prononçait déjà donc un individu random dans Spider-Man 2 à la fin de la scène du train, quand Peter était complètement assommé, que le Docteur Octopus donc se présentait, voilà, vous savez, à la fin quand il avait sauvé le train, et que là il y a plusieurs individus comme ça qui se mettaient devant Peter pour le protéger du coup du Docteur Octopus, et que là il y avait un mec qui disait pour l'avoir il faudra d'ailleurs passer par moi. Voilà, petit clin d'œil anodin, ou je sais pas, peut-être qu'il s'est dit allez, j'ai une occasion de placer la réplique, ou non, sans doute pas, mais moi je trouvais que c'était une référence assez amusante que je pouvais placer ici. Voilà. Et pour terminer, je dirais que la musique de Danny Elfman, donc Raimi retrouve ici donc son compositeur fétiche, en dehors de Christopher Young qui avait bossé avec lui sur Spider-Man 3 et sur Drag to Me Hell. Et bah voilà, Danny Elfman ici il arrive vraiment à faire des notes qui soulignent la gravité de certaines situations, il arrive à accentuer certaines campagnes, il y a une sonorité où il y a un événement et il met une note un peu spécifique sur celle-là, c'est vraiment bien. Voilà, même quand on a le débarque, la musique est vraiment en fanfare, dans une grande tonalité. Beaucoup ne l'ont pas reconnu, mais moi vraiment j'ai vraiment prêté l'oreille, vraiment il y a quelques notes de Danny Elfman qui me sont restées. Je me suis dit waouh, la musique là elle est vraiment pas mal du tout. Donc pour ceux qui disent que c'était anecdotique, moi je trouve au contraire qu'on retenait vraiment quelques bonnes notes et que Danny Elfman il a fait un excellent boulot. Et pour terminer, je dirais que la scène post-générique m'a laissé sur le carreau, étant donné que je ne connais pas le personnage de Clea. Mais du coup, je vais m'enseigner, puisque du coup, ça tease éventuellement soit un autre projet Marvel où Doctor Strange il apparaîtra, soit un Strange 3, parce que du coup, Clea, elle missionne Strange donc pour l'aider à rétablir tout le bordel qu'il a causé dans le multiverse. Voilà. Donc, oui, Doctor Strange, comme vous l'avez compris, il y a beaucoup d'éléments que j'ai aimés, qui m'ont un petit peu laissé de côté, qui m'ont un petit peu déçu, mais globalement, j'ai retrouvé le Sam Raimi que j'aimais, qui m'a fait vibrer, que j'aime tant, dont je suis un fan absolu, etc. Voilà, que Wanda, Strange, en relation Christine Palmer, etc. Ah oui, j'ai noté une réplique de Doctor Strange par rapport à Wanda, à Christine Palmer, vers la fin, il lui dit je t'aime, et il ajoute après je t'aime dans tous les univers. Et là je me suis dit cette réplique, je vous jure, comment elle est prononcée, même le chant contre chant par rapport à Palmer, etc. et Strange, je me suis dit waouh,
quand Marvel se décide parfois même dans ce genre de scénario un petit peu paniqué, un petit peu où règne le chaos, les émotions, la panique et tout, ils arrivent même à placer une petite réplique hyper romantique et hyper mal placée. Et ça m'a fait penser à la réplique que disait Tony à sa fille dans Avengers Endgame, je t'aime plus que 3 fois 1000. Des fois, Marvel, le MCU en général, enfin les scénaristes arrivent à placer des répliques comme ça, mais elles fonctionnent bien, elles limite, elles nous tirent à la marée, quoi. Je t'aime dans tous les univers. Waouh! Alors ça, la réplique romantique dans le MCU par Monsieur Doctor Strange et c'est un film de Sam Raimi. Merci beaucoup. Donc ouais, il y a vraiment d'incroyables moments, voilà, c'est un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai déjà vu 2 fois, que je prévois même de voir une 3e fois. Et oui, donc pas déçu par Doctor Strange Multiverse of Madness. Alors, juste un instant avant de vous laisser de conclure ma critique. Après, promis, je vous laisse. Donc il y a quelques scènes quand même qui m'ont bien marqué. L'arrivée de Wanda à Kamaja, vraiment, comme je le disais au début de la vidéo, comment c'est immortalisé, comment c'est filmé en fait en contreblanché. Même quand elle est petite aussi, elle est en costume, je viens de la rejoindre. Elle a vraiment de la gueule, même en miniature dans le ciel, quoi. Donc c'est vraiment très classe. Le sort qu'elle lance à Strange, donc juste avant d'attaquer et qu'il est protégé donc par tous les boucliers, donc qui sont faits d'en bas. Le plan est filmé comme ça, zénithalement depuis le ciel. Ça a une classe pareil, c'est vraiment très cool. L'effet miroir avec les reflets, où on voit vraiment toute la patte de Raimi, où c'est un petit piège de Strange donc pour faire obstacle à Wanda avant qu'elle ne parvienne à Chavez et à où ils sont, dans la pièce où ils sont. Le truc avec les reflets c'était très intelligent et la façon dont Wanda elle sort, genre elle sort en mode crispé, etc. Elle met sa main comme ça et puis elle sort du coup d'un espèce de miroir ou d'un truc comme ça. Vraiment à ce moment-là j'étais en mode oh joli Sam, joli, vraiment c'était très très cool. Tout le passage multiversal, voilà, j'en ai parlé, même si l'exploitation du multivers m'a un petit peu déçu visuellement, encore une fois c'était très très cool. Le flashback de Chavez avec ses 2 mamans, je l'ai trouvé plutôt bien placé. Bon, même si le truc le truc qui fait revivre les souvenirs enfuis, bon, ça a quand même servi à nous montrer le passage où du coup Christine offre la montre à Strange, donc moment plutôt bien choisi. Et heureusement du coup qu'on avait ça pour illustrer le fait que Chavez avait perdu ses 2 mamans. Heureusement qu'il y avait vraiment ça qui était placé à cet endroit-là de la ville et comme de par hasard ils ont marché dessus et comme de par hasard ça leur était accessible quoi, parce que dans le multiverse tout est gratuit, on ne paye rien. Ça, petite Deus Ex Machina, j'avoue. De même pour la cape de Strange, apparemment. La cape de Strange, apparemment, permet d'agir à sa place. Apparemment, la cape de Strange, elle a un pouvoir magique ou de je ne sais trop quoi. Alors, je vérifie si j'ai rien oublié. Non, et puis voilà, encore une fois, toutes les scènes où Wanda, elle apparaît dans le film tachée de sang, j'ai adoré. Donc voilà, donc la vidéo prend fin, voilà, la vidéo est finie, je sais même pas comment conclure après avoir dit tout ce que j'ai à dire sur ce film. J'espère que la vidéo vous aura plu, voilà, j'espère que vous l'aurez regardé jusqu'à la fin, voilà, parce que j'ai vraiment noté et je vous ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film, tout ce qui me paraissait important de signaler. Donc écoutez, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et salut à tous.